Le 24 février 1977, à Chicago, un appartement prit feu. Les pompiers trouvèrent, sous un matelas, le corps de Teresita Bassa, la locataire. Mais on comprit vite qu'elle n'était pas morte asphyxiée par le feu. Elle avait été étranglée. Elle travaillait dans un hôpital et là-bas, les collègues témoignèrent qu'apparemment elle avait une vie tranquille. Tout ce qu'on trouva d'étrange, tout du moins relatif à cette affaire ce soir-là, c'est qu'on ne savait pas si elle avait reçu quelqu'un. Mais il y avait un post-it dans son appartement où elle avait écrit qu'un certain AS, donc c'est juste ses initiales, devait passer pour lui donner des billets de théâtre qu'il avait obtenus. Il n'y avait pas eu de vol et pas eu non plus d'abus sur Teresita. Deux collègues à elle qui souhaitaient rester anonymes et qu'on appellera Enrico et Alicia, mari et femme donc. Un soir, Alicia faisait une sieste et dans laquelle elle vit, étonnamment, le fantôme de Teresita lui parlait. Son époux témoigne qu'elle parlait dans son sommeil et qu'elle le fit au moins 2 fois, comme si elle était Teresita. À la fin, ils allèrent voir la police et répétèrent ce que Alicia avait dit dans son sommeil. Elle disait, la première personne, comme si elle était Teresita, que son assassin était un certain Alan Shorey, donc le fameux AS. Les preuves? Eh bien, il avait pris ses bijoux, ce qu'on n'avait pas remarqué initialement, pris les bijoux de Teresita. Et ce soir-là, c'était un collègue, à la fois un collègue et un voisin de Teresita. Ce soir-là, il était passé à l'origine pour réparer le téléviseur de Teresita. Mais il avait étranglé quand elle avait eu le dos tourné, dans le but de lui voler ses bijoux. La preuve, aurait dit Alicia en tant que Teresita, c'est que la petite amie d'Alan portait des bijoux appartenant à Teresita. La police, perplexe, convoqua la petite amie en question au commissariat. Elle fut confrontée à la famille de Teresita qui reconnurent aussitôt des bijoux que, justement, elle portait sur elle ce jour-là. Alan Shorey, confronté, avoua bientôt. En plateau, on confirma que la police américaine faisait appel à la médiumnité, mais plus souvent qu'en France. Et qu'à travers une méthode appelée le channeling, on pouvait entrer en contact parfois avec les trépassés, qui délivrent alors un message. Et que tout le monde pouvait le faire. Fut cité l'exemple d'une femme de ménage qui écrivait de la musique digne des plus grands compositeurs, mais uniquement quand elle était en transe. Le reste du temps, sans channeling donc, elle ne connaissait même pas le solfège. Que peut-on dire de cette affaire aujourd'hui? Eh bien, que l'affaire Teresita Bassa donc, est souvent référencée parce qu'elle est spectaculaire, je confirme, et aujourd'hui encore, elle n'a pas d'explication, elle n'a pas été réfutée. Donc, pour ce qu'on en sait, oui, elle a réussi à parler à travers une collègue et ainsi résoudre son propre meurtre. À Saint-Malo, un couple du nom de Claudette Combe et de Patrick Lemarié habitaient avec leurs 20 enfants adoptifs. Oui, à moi. L'un d'eux, Abel, était un métis né pendant la guerre du Vietnam. Mais en 1990, Abel mourut. Ce fut pour Claudette une grande souffrance qu'elle ne parvenait pas à surmonter. Elle écrivit à une amie qui lui parla de la communication avec l'au-delà. Claudette n'y croyait guère jusqu'à ce qu'un jour elle réalise que chez elle, ça sentait le mimosa sans raison. Or, elle s'en souvient, Abel adorait les mimosas. Tiens donc. Pensant que c'était un signe, Claudette
bien qu'athée, commença à tenter de faire de l'écriture automatique. Elle sentit comme un souffle et sa main partit toute seule. Elle remarqua que la lettre qu'elle avait écrite n'était pas de son écriture, mais de celle d'Abel. Elle conserva tous les messages et en parla à une voyante du nom de Monique Simonet, qui elle tenta le contact par magnétophone. Elle expliquait que elle y parvenait en entrant en prière, en faisant par exemple couler de l'eau au robinet pour avoir un fond sonore. Ensuite, tout son apprentissage, Claudette Combes constata que quand on réécoute ce fond sonore sur une cassette, on entendait des réponses, des voix appartenant aux morts. Ces enregistrements changèrent littéralement sa vie. Ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que Claudette a écrit de nombreux ouvrages, de fiction ou pas d'ailleurs, et qu'elle vit aujourd'hui à Uzès, car son compagnon Patrick est mort en 2004. Mais je n'en sais pas davantage, à commencer par le fait si vraiment c'était son fils adoptif qui lui avait dicté ces lettres. Nostradamus, né en 1503 et vivant à Saint-Rémy de Provence, rédigea des almanachs appelés les Centuries. À l'origine, il était astrologue de Catherine de Médicis et en 1555 vit que ses 4 fils portèrent tous la couronne sans qu'aucun ne le reste roi très longtemps. Et c'était vrai. Son fils Henri III fut poignardé au ventre. Puis, ses frères moururent tous les uns après les autres. La mort d'Henri III mit d'ailleurs fin à la dynastie des Valois. Par la suite, Nostradamus se retira à Saint-Rémy et rédigea des prédictions, les fameuses centuries, qui vont jusqu'en 3797 à ce qu'il paraît. On dit qu'il aurait prédit la Révolution à travers un quatrain où il est question d'un Capet, comme la dynastie des Capétiens, de Varennes, de feu, de sang et de tranche. Or, cela semble prédire la fuite à Varennes, où un roi capétien, Louis XVI, n'a pas réussi à s'enfuir et où il finit la tête coupée, lui et son épouse, en octobre 1793. Nostradamus prédit aussi un régime de terreur sur la Russie, que une guerre aurait lieu aux alentours de 1940 et qu'elle se terminerait par un grand déluge, sûrement la bombe atomique. Il aurait également prédit la guerre du Golfe et la chute du mur de Berlin. Bien qu'elle n'ait pas été découverte à l'époque, il aurait évoqué Uranus, Neptune et Pluton. Enfin, pour 1999, c'est l'une des rares dates précises, il aurait parlé d'un roi victorieux. Peut-être sur les forces musulmanes, disait-on alors. Et que par la suite, on connaîtrait 18 siècles d'un bonheur parfait. Que peut-on en dire aujourd'hui? Eh bien que, trop souvent, on ne comprend le sens des centuries que quand l'événement est déjà passé. Et peut-être d'ailleurs qu'on ne le comprend que par un effet Barnum, c'est-à-dire qu'on le relie à quelque chose que nous connaissons, alors qu'en fait, Nostradamus aurait très bien pu écrire des choses volontairement imprécises sans savoir que ça collerait à un événement réel un jour. Une qui est très connue de Century, c'est celle du Romain pontife. Garde-toi de t'approcher de la cité que 2 fleuves arrosent, car ton sang vient à cracher quand fleurira la rose. Ça correspond presque exactement à l'attentat dont avait été victime Jean-Paul II, dont je vais déjà parler quand il était question de Fatima. Sans doute l'attentat le plus prédit au monde, donc, puisqu'il avait été aussi par la Vierge de Fatima. Dans le cas de la centurie de Nostradamus, il y a certains éléments qui sont exacts. Un souverain pontife, donc
Jean-Paul II qui était pape. Son sang viendra cracher, oui, il a été blessé mais n'est pas mort. Quand fleurira la rose, certaines personnes l'ont interprété comme étant la victoire de François Mitterrand, puisque c'était en 1981. Et le symbole de son parti, le Parti socialiste, est une rose. Par contre, c'est ça le problème, un seul fleuve coule à Rome, le Tibre. Et Jean-Paul II a été attaqué à Rome. Certains pensaient avant que ça arriverait sur Lyon, où il y a bien deux fleuves, mais c'était à Rome. Et c'est là que ça ne colle pas. Effet Barnum donc. Quant à 1999, certains pensaient même qu'il y aurait carrément un retour de la monarchie. Mais comme vous le savez, rien de tout ça ne s'est passé. La seule chose peut-être que pouvait prédire Nostradamus aisément, c'était les éclipses, car il y a eu une éclipse solaire en 1999. Et peut-être qu'il avait voulu en parler de cette façon, par des moyens détournés pour faire du sensationnalisme. Ou alors, il avait pressenti, mais c'était facile vu la date, que tout le monde serait plus ou moins excité et pensait avoir à faire des lendemains qui chantent, avec le changement de millénaire, à moins qu'on ait peur d'une fin de millénaire, justement. Mais, je le dis pour ceux qui n'ont pas connu, 1999, à part ça, ça avait été une année comme les autres. L'abbaye de Mortemer en Normandie. On prétend qu'il y a des monstres qui vivent tout autour. Un jeune garçon de 10 ans, Lucien Janet, affirma en 1945 avoir aperçu des bêtes ressemblant à des plésiosaures. Oui, comme le monstre du Loch Ness, possible. À l'origine, l'abbaye fut bâtie pour Mathilde, la petite fille de Guillaume de Conquérant. Mais elle mourut là-bas. Et depuis, affirment certains, elle réapparaît sous la forme d'une dame blanche là-bas. En 1986, un témoin, Gérard Lartigue, qui était employé dans l'abbaye, affirma avoir entendu des bruits de pas. Il pensa que c'était l'autre employée du site, Isabelle, mais celle-ci affirma qu'elle n'avait pas bougé. Alors, avait-il entendu Mathilde? À Mortemer coule aussi la fontaine Sainte-Catherine, du nom de la sainte qui aide à se trouver un mari. On prétend que la femme qui jette dans cette fontaine une pièce ou une épingle à cheveux trouve un mari dans l'année. Superstition idiote, pensez-vous probablement. Toutefois, en tout cas à l'époque du reportage, donc même au XXe siècle, le livre d'or débordait de témoignages de jeunes femmes écrivant que, effectivement, moins d'un an après avoir jeté la pièce ou l'épingle dans la fontaine, elles aient pu revenir à Mortemer avec leur époux trouvé entre-temps. Alors qu'en dire? Déjà, pour les jeunes personnes qui ont trouvé un mari, cela pourrait tout aussi bien être un miracle, effectivement, qu'un effet Coué, qu'une sorte d'effet placebo. Parce qu'elles pensaient que ça allait marcher, cela les a rendues plus ouvertes aux rencontres. Pour ce qui est de l'abbaye de Mortemer en elle-même, elle est actuellement fermée. Je ne sais pas si ça va continuer longtemps. Il y a encore d'autres phénomènes de hantise là-bas, dont une concernant une chambre où plus personne ne dort depuis 1921. C'est étrange d'ailleurs que ce n'ait pas été évoqué dans ce reportage. Quelques années donc avant 1921, un Parisien aurait loué l'abbaye et emménagé avec sa femme, son fils et ses 2 filles. Il y avait également son frère qui est passé là avec sa fiancée, et la dite fiancée se souviendra toute sa vie de cette terrible nuit dans la chambre dite rose. Au petit matin, on l'a retrouvée tétanisée, terrée dans un angle, les pincettes de la cheminée à la main. Elle aurait parlé de bruit, de tableaux qui bougeaient, bref, plus personne ne dort dans la chambre rose depuis. La Dame Blanche, il y aurait beaucoup à dire dessus.
j'ai jamais fait de sujet entier, et voici ce qu'en disait Mystère. Qu'il s'agissait de femmes vêtues de blanc hantant les routes. En fait, elles ne font pas que les routes, mais c'est ce que disait Mystère, tout du moins, s'étant arrêté que sur le côté autostoppeuse. En 1981, Richard Bessier, qui tenait des dossiers de témoignages, raconta ce qui s'était passé en 1981, donc un vendredi soir à 23h. 4 étudiants en voiture faisaient la route de Palavas à Montpellier. Soudain, ils aperçurent une autostoppeuse au teint blafard. Ils la firent monter, mais cette femme, bizarre, ne parlait presque pas. Et soudainement, elle hurla « Attention !» La voiture freina brusquement, évita un danger, mais au moment où les jeunes gens se retournaient vers la passagère, elle avait disparu. Ils la cherchèrent partout, mais elle s'était comme évaporée. Plus tard, on apprit qu'une femme était morte en voiture, à ce même virage où elle leur avait dit de freiner. Selon un autre témoin, le camionneur François de Marco, il aurait vu de loin une autostoppeuse à la peau grise. Il parla aussi d'un collègue qui, lui, à moto, vit une femme qui, elle, devint intangible une fois approchée. Un autre témoin du nom de René Millot se soulageait un soir vers 23h près de Marseille sur la route. Et de loin, il vit une silhouette blanche qui ne répondit pas aux questions qu'on lui posait. Mais elle monta quand même dans le véhicule de René Millot quand il s'offrit à la reconduire, et là, rebelote. La femme hurla attention à un virage dangereux, puis disparut quand on se retourna vers elle. En plateau, Richard Bessier disait que la pique de présence des dames blanches était toujours vers minuit, 1h. Que quand on était en présence de l'une d'elles, il faisait soudainement plus froid. Mais que c'était un peu les anges gardiens de la route, qu'elles ne nous voulaient pas de mal, mais qu'elles étaient là pour nous protéger. Qu'en dire de plus aujourd'hui? On n'en sait pas davantage sinon que la dame blanche moderne, car il y en a des anciennes, c'est un tout autre sujet, vous verrez, mais que la dame blanche dite moderne est souvent autostoppeuse et prévient souvent les automobilistes, selon ce qu'on en raconte. Une très connue, c'est Resurrection Mary aux États-Unis. Elle monte dans des voitures près du cimetière de Resurrection, mais quand on passe devant le dit cimetière, elle disparaît toujours, car en fait elle est enterrée là. Dans la grande encyclopédie des faits, Pierre Dubois disait que, très classiquement, une rencontre avec une dame blanche autostoppeuse se passait souvent de la sorte. Quelqu'un fait monter une dame blanche dans sa voiture, qui est blafarde et qui a l'air d'avoir froid. Certaines personnes leur proposent de mettre leur manteau. Ils vont à l'adresse indiquée par la jeune femme comme étant sa maison, mais constatent qu'elle a disparu, sans qu'on comprenne comment, avant d'être arrivée. Ce qui pousse la curiosité à aller sonner à la porte. Le lendemain matin, entendent les parents de la jeune personne dire « Ah, encore? Comment ça encore? Eh bien, c'est notre fille, mais elle est décédée. » Et ceux qui pensent avoir affaire à des fous se voient montrer une photo voyant que oui, c'est bien la même personne qu'ils ont vue la veille. Mais alors, elle est vraiment morte? Eh oui, d'un accident de la route. Sans trop y croire, ces conducteurs, s'ils allaient jusqu'au cimetière constater de leurs propres yeux la tombe, et s'ils avaient prêté un vêtement, comme un manteau, le retrouvaient posé sur la tombe. Pierre Dubois les classe parmi les fées, ce qui est bien possible même si elles sont aussi des fantômes. La condition pour devenir une dame blanche, il y en aurait deux. Mourir vierge et mourir d'une mort violente. Vous savez ce qui risque d'arriver maintenant.